J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. D'un dauphin, t'en fais pas un requin. À Limoges, justement, il se passe toujours quelque chose. Thomas Hortel, donne-moi ton short. Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 2 du podcast Basket Europe. Nous sommes aujourd'hui ensemble avec Clément Carton pour parler du dossier salaire de Pro A qui est actuellement sur basketeurope.com. Alors c'est une enquête qui a été initiée par Maxi Basket il y a quasiment 20 ans. Pascal Legendre, notre rédacteur en chef et le fondateur de Maxi Basket, n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous le saluons. Une petite précision, voire un disclaimer. Il y a une marge de plus ou moins 10% d'erreur sur les salaires que nous publions. On y reviendra un petit peu pendant la vidéo pour expliquer la démarche de cette étude et comment on arrive à ces chiffres. Nous sommes toujours très contents, voire presque un peu surpris de voir le nombre de joueurs de Pro A qui s'abonnent. Mais en tout cas, merci de vous abonner. Alors, pendant tout le reste de l'année, ce serait cool, mais pendant la parution du dossier salaire, il y a vraiment un pic d'abonnement de joueurs. Merci et merci de votre intérêt pour basketeurope.com. On a une offre spéciale, ouverte à tous, pas que les joueurs, pour le dossier. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo YouTube. Ça vous donne droit à l'abonnement 1 an à 35 € au lieu de 50, c'est moins 30%. N'hésitez pas à vous abonner. En plus, si on voit qu'il y a des abonnements via la vidéo YouTube, ça nous donnera envie de refaire des vidéos YouTube. Allez, assez parlé, Clément. Je te laisse l'honneur de commencer avec Blois qui, par ordre alphabétique, est la première équipe de notre dossier. Bonjour Maxime. Effectivement, Blois, première équipe de notre dossier. Nous avons titré sur la belle affaire de Blois qui est Milan Barbic. Milan Barbic, après 18 journées, est le meilleur scoreur, meilleur passeur, meilleur à l'évaluation de Blois, ce qui est quand même une petite prouesse pour un joueur de 22 ans qui avait suscité énormément d'attentes après son passage au Paris Basketball et puis ensuite à Fos-sur-Mer. Aujourd'hui, il est dans le top 10 des meilleures évaluations du championnat. Il est All-Star. Il est donc le deuxième Français le plus haut à l'évaluation, derrière Bastien Vautier. Donc évidemment, c'est une belle pioche sur le début de saison. Et son salaire a augmenté de 40 000 € par rapport à la saison dernière à Fos-sur-Mer. Ce qui lui permet donc de figurer. Il vit bien, ça va. Mais c'est vrai voilà. Que par rapport à d'autres joueurs et par rapport à son apport, il est... C'est-à-dire qu'avec ce qu'il montre sur cette première partie de saison, son salaire risque encore de gonfler sur les saisons suivantes. Blois a fait quelques bons coups et Milan Barbic en a évidemment... Le numéro 1 des bons coups cette année sur Blois. Il y a Rashard Kelly aussi, qui est un des plus gros salaires de l'histoire de Blois. Alors, il ne coûte pas cher finalement sur toute la saison puisqu'il est arrivé en cours de route, c'est un pigiste. Mais au salaire mensuel, si on les classe par salaire mensuel, c'est le plus gros salaire de l'équipe. Tout à fait. Blois n'a jamais pu se payer un joueur à ne serait-ce que 150 000 ou voire 200 000 € la saison. C'est que la deuxième saison qu'ils sont en Betclic Elite. Cette année, Blois a un peu plus de mal puisqu'ils flirtent avec la relégation. Actuellement, ils sont 16e. Donc, il a fallu faire quelques ajustements sur les joueurs étrangers notamment. Et l'opportunité est arrivée avec Rashard Kelly. Rashard Kelly qui, en 2021-2022, brillait avec la JDA Dijon, qui a joué des Coupes d'Europe en début de saison avec le club ukrainien de Prométhée. Donc on est clairement sur un joueur qui est sur une classe normalement qui est inaccessible pour l'ADA Blois. Donc reste à savoir si ce haut salaire pour Blois sera rentable sur le moyen terme, puisqu'il a fait que 2 matchs, dont un de Coupe de France. Mais voilà, prometteur pour Blois. On peut considérer qu'avec en plus la nouvelle recrue, la deuxième recrue, le pivot William Mosley qui vient d'arriver, qu'il y aura peut-être un second souffle pour Blois sur la deuxième partie de saison. Pour Bologne-Levallois, c'est plus un second souffle qu'on attend. C'est un miracle, je sais pas. Alors, il y a eu l'effet Wembayama l'année dernière, et donc clairement, on s'attendait forcément à une baisse. On en a parlé dans l'épisode de présentation de la saison. Là, ça se traduit aussi au niveau des chiffres. Il y a des anomalies, on va dire, qui expliquent pas tout, mais voilà, l'argent est peut-être pas très très bien dépensé à Boulogne et ça aide pas le côté sportif.
Exactement. Boulogne-le-Valois est aujourd'hui à 5 défaites de plus que le premier non relégable après 18 journées, ce qui est déjà énorme comme trou à combler. Pourtant, ils ont des finances qui auraient dû, sur le papier, leur permettre de figurer bien plus haut. On a 3 joueurs qui sont payés à plus de 150 000 euros la saison, qui n'apportent pas, évidemment, en termes de victoire. Parmi ces 3, il y a Axel Toupane qui a été blessé sur le début de la saison, certes, mais qui peut-être, par rapport à son statut d'ancien international, n'apporte pas suffisamment. Puis vous le verrez dans le dossier, il fait une très belle affaire. Il est payé par Boulogne, mais il est parti de Paris l'année dernière avec un petit chèque de départ. Voilà. Donc, il n'est pas à plaindre non plus. Disons que Paris a fait le choix aussi de s'en séparer. Donc, en quelque sorte, il a saisi une opportunité. Mais en ce qui concerne Boulogne-le-Valois, à part Omic qui est arrivé et qui est quasiment... qui sur des sphères mensuelles plus importantes, on a quand même une équipe globalement qui est décevante. Évidemment, on ne va pas dire le contraire alors qu'ils sont lanterne rouge de Betclic Elite. Il y a eu un changement de coach aussi qui a eu lieu au milieu de la saison. Mais qui a coûté pas trop cher. On en parlera plus tard des changements de coach qui coûtent très cher. Par rapport à d'autres équipes qui ont vraiment coûté cher. L'Asvel entre autres, mais pas que. Effectivement. Donc j'ai un peu juste par rapport à Laurent Foirest, son départ, on va dire, était un peu précipité. On ne lui a pas beaucoup laissé de chance aussi, avec beaucoup de blessures. Pour terminer sur les Mets 92, il y a une fusion qui est en jeu avec le Paris Basketball peut-être. Donc, toute cette saison-là, même s'il y a une descente au bout, c'est plutôt l'avenir du club qui est en jeu. Clairement, le club est à céder. Il n'est même plus à vendre. Là, celui qui le veut, il le prend. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait les mêmes enjeux que les autres clubs par rapport au reste de la masse salariale. Et de toute façon, avec 16 journées encore à jouer et 5 défaites de retard, ça apparaît comme une mission impossible quasiment. Bon, alors on parlera peut-être de l'année prochaine dans le dossier salaire Pro B. On passe à Bourg-en-Bresse. On essaie de garder un peu de temps disponible pour les équipes où c'est un peu plus intéressant. Alors, il y a l'effet Rizaché, Zachary Rizaché qui est une affaire en soi, mais on va même pas trop parler de ça. Ce que je me suis noté, c'est que l'effectif est solide. Homogène. Alors sportivement, ça se voit. Ils font un très bon début de saison, que ce soit en Pro A, en Eurocup. Et puis au niveau salarial, c'est homogène. Il n'y a pas des gros écarts entre les premiers et les salaires du 7e, 8e joueur. C'est une équipe qui est bien gérée sportivement, on dirait. C'est une équipe qui a fait un choix de partir au départ avec 12 joueurs professionnels. Il y en a, je crois, 9 qui flirtent ou qui sont au-dessus des 100 000 euros. Et il n'y en a pas un qui dépasse les 200 000. Et aujourd'hui, après 18 journées, tu as donc la JL Bourg qui figure à la 2e place de Betclic Elite. Et surtout, en plus de la Betclic Elite, est carrément premier de son groupe d'Eurocup. Ce qui est exceptionnel quand même par rapport au standing de ce club. Aujourd'hui, on a vraiment une équipe qui tourne parfaitement. Donc maintenant, il y a même un 13e joueur avec le pigiste Earl Roland à la main qui est resté. Franchement, c'est parfaitement hiérarchisé. Même les joueurs qui coûtent un tout petit peu plus cher par rapport à leur évaluation globale, on peut considérer qu'ils apportent aussi par rapport à leur expérience. Voilà. Tous les joueurs, franchement, sont au niveau attendu. Donc c'est ça quand même qu'il faut retenir sur la GL Bourg, qu'il n'y a pas d'erreur de casting. Et en plus, ils sont plutôt coopérants dans notre étude. On en parlera un peu après, comment on arrive à publier ces chiffres-là. Et voilà, il y a beaucoup de clubs qui nous aident, ou en tout cas qui t'aident à confirmer certains chiffres et faire en sorte qu'on ne fasse pas d'erreur, puisque le but, c'est qu'on soit proche de la réalité et qu'on ne fasse pas de bêtises et qu'on publie des âneries. Donc il y a ça aussi à souligner. On peut passer à des voisins. Simplement une dernière chose sur Bourg-en-Bresse. On n'a pas évidemment parlé du cas Zachary Rizaché, mais évidemment que
Zachary Rizaché a même pas 20 ans, même pas 19 ans peut-être. Il sera certainement drafté très haut l'année prochaine et c'est évidemment un très bon coup puisqu'il ne coûte pas encore 100 000 euros. Donc, Il est peut-être encore sur la déclaration fiscale de ses parents, on ne sait pas. Qui sait. Il a l'âge en tout cas pour le faire, ils ont le droit de le faire. On verra l'année prochaine, effectivement, on en parlera aussi avec un autre joueur qui peut potentiellement faire une belle plus-value, une belle multiplication de son salaire s'ils sont draftés en NBA, quoi. Exact. Chalon-sur-Saône, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Chalon-sur-Saône? Alors, mis à part qu'il y a eu un abonné très récemment qui fait partie de l'équipe, ça nous fait, comme on disait avant, ça fait plaisir. D'ailleurs, s'il écoute cette vidéo, merci pour l'abonnement, merci du soutien et de l'intérêt pour Basket Europe. Mais sinon, voilà, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de Chalon-sur-Saône? Chalon-sur-Saône, pour son opération remontée, fait quand même du bon travail. Il y a eu plusieurs paris qui se sont plutôt révélés fructueux. Le premier que j'ai envie de citer, c'est Alexei Nikolic, champion d'Europe 2017 avec la Slovénie, qui n'a pas bien performé ces dernières années dans les différents championnats par lesquels il est passé, l'Italie et l'Espagne notamment l'année dernière. Et cette année, c'est carrément sa meilleure saison en carrière pour l'instant. Il est meilleur marqueur, meilleur passeur de cette équipe, meilleure évaluation. Et il justifie amplement le fait qu'il soit dans les top salaires. Adapté au championnat. Des fois, il y a des joueurs qui viennent de championnat et qui n'arrivent pas trop à passer le cap. Il avait fait une petite escale par Gravelines en 2020-2021, je crois. Voilà, c'était passé globalement plutôt bien, mais on peut dire qu'il s'adapte plutôt bien au championnat de France et que on trouve en relais d'Antoine Eto'o un deuxième leader sur le terrain. Et je pense que l'élan est très satisfait de son apport. Au-delà d'Alexei Nikolic, il y a quand même un joueur sur lequel j'ai envie de parler, c'est Lionel Godou, qui a commencé le basket à 17 ans, qui était un ancien gardien de football, qui a fait 2 années de N3, 2 années de N2, 2 années de N1, 2 années de Pro B, et à chaque fois, il a évidemment grimpé dans la hiérarchie, son salaire évidemment à gonfler. Et aujourd'hui, ça reste une bonne affaire parce qu'il a une meilleure évaluation que ce qu'il avait l'année dernière en Pro B pour sa première saison dans l'élite, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Donc évidemment que c'est une bonne pioche et Chalon l'a vu venir comme d'autres, comme Saint-Quentin, puisqu'il est passé à Saint-Quentin. Ça fait rêver quelques joueurs aussi. Enfin, en tout cas, ça motive quelques joueurs qui sont dans des carrières un peu semi-pro, qui jouent justement encore en N3, en N2, en sortie de centre de formation. Ils voient un profil comme lui, ils se disent tout est possible. Je peux y arriver. Tout est possible et histoires. Sincèrement, c'est magnifique. Donc ça c'est un cas personnel, mais globalement, Chalon ne fait pas partie pour moi des équipes qui sont le plus en danger pour le maintien. Évidemment, il reste encore toute une partie de saison, mais voilà, beau recrutement. Et puis Savo Vucevic mérite aussi les éloges parce qu'il arrive à chapeauter tout ce groupe-là. Et il coûte pas excessivement cher. Non, cher. Sincèrement, pour quelqu'un qui, à chaque fois, il aime à dire qu'il a laissé les clubs dans une meilleure position que quand il y est arrivé, je crois qu'on peut clairement dire ça pour l'instant pour Chalon, même si je ne sais pas combien de temps il lui restera dans ce club. Dans tous les cas, il a fait déjà remonter ce club, donc s'il arrive à le maintenir, ce sera de toute façon positif. Une petite transition, on va parler technique sur ce dossier salaire. En fait, en début de saison, il y a les masses salariales brutes officielles des clubs qui sont publiées. Donc, c'est une information officielle. C'est la seule, finalement, qui est publiée. Autant la NBA, il y a des salaires plus ou moins officiels qui sont publiés. Nous, en LNB, on a les masses salariales. Donc, en fait, c'est notre base de travail avec tout simplement un tableau Excel, avec des petites formules où on prend nos salaires qu'on publie, c'est des salaires nets. En euros, on les transforme en salaire brut et ensuite on peut regarder en additionnant tout ça par rapport à la masse salariale officielle si on est dans les clous. Donc on a un petit indicateur avec une belle formule qui fonctionne en disant là on a utilisé 80% de la masse salariale théorique et donc si des fois on se retrouve avec des chiffres qui nous donnent 60% de la masse salariale ou 120%, 130%, on se dit tiens là on est un peu hors des clous, il doit y avoir quelques erreurs dans les premiers chiffres qu'on arrive à avoir. Donc c'est comme ça qu'on fait en sorte d'avoir le moins d'écart possible. Au niveau collectif, on sait qu'on est à chaque fois dans les clous. Après, comme on expliquera un peu après, il y a toujours des décalages. On communique sur des salaires mensuels. Bon, les joueurs sont payés à l'année, mais ils ont quand même une fiche de paye comme n'importe qui tous les mois. Sauf que dans le budget, ça ne se retransmet pas de la même manière. Mais voilà, on a des écarts de centaines ou milliers d'euros. Mais ça reste toujours, on essaie toujours de rester dans
dans nos 10% de marge. Ça fait depuis 2016-2017 qu'on refait le dossier salaire sur Basket Europe. On n'a pas eu de gros problèmes avec des droits de réponse ou ce genre de choses. On est tout à fait ouvert aux discussions et aux corrections parce qu'on peut faire des erreurs. Mais comme il y a un travail de recoupage qui est quand même bien fait, moi, en tant que directeur de publication, c'est cool. J'ai rarement des gros problèmes à gérer de ce point de vue-là. On peut enchaîner avec Cholet, sans transition. Où, donc on a Salins qui peut... Alors, c'est un peu un titre accrocheur et on va pas s'attarder trop là-dessus, mais on a Salins qui est une très belle affaire sportive et salariale, en tout cas pour le moment. Et comme il est projeté potentiellement numéro 6 de la draft, un 6e de draft, c'est 5,5 millions de dollars. Il faut enlever les impôts, il faut enlever... contrairement en France, les joueurs en NBA payent leurs appartements, leurs voitures, etc. Ce qui est rarement le cas pour les joueurs pro en Pro. Mais il peut faire 180 fois son salaire à l'année prochaine par rapport à ce qu'il touche cette année à Cholet, quoi. Exactement. La valeur qu'il a actuelle n'a évidemment pas grande importance, si ce n'est qu'il faut que ça le propulse le plus haut à la draft. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on a parlé tout à l'heure de Zachary Rizaché. Tidjane Salin est aussi un des prospects qui est annoncé donc top 6 selon la dernière mock draft d'ESPN, qui est la référence un petit peu des drafts, sachant que devant lui, il y a quand même, entre parenthèses, 2 joueurs français, donc Zachary Rizaché et Alexandre Sarr, qui jouent en Australie. C'est juste un petit détail pour... Mais on est habitué maintenant à avoir plein de Français en NBA et à la draft. Voilà. Après, il faut qu'ils jouent, par contre. C'est ça. Donc, quand même, les jeunes Français vont représenter un argent colossal par rapport à la NBA, puisque les salaires sont quasiment en exponentiel, quoi. Là, avant, on discutait, en gros, le 30e de la draft, il est à 2 millions de dollars. C'est ça. De mémoire, Parker, qui avait été drafté 27e, il était à 600 000 dollars. Donc, il y a une sacrée augmentation. Ils ont bien fait de faire un lockout en 2017 parce que ça a bien augmenté les salaires. Exact. Donc voilà, s'il est top 30, donc premier tour de draft, il touchera 2 millions de dollars annuels. Donc aujourd'hui, le fait qu'il touche moins de 40 000 euros à Cholet, ça n'a absolument aucune incidence, on va dire, sur le fait qu'il va gagner énormément d'argent normalement sur le reste de sa carrière. Maintenant, sur la fin de saison, Cholet doit le propulser le plus haut possible à la draft. Donc là, il vaut 2,7 points, 3,4 rebonds, 1,3 interceptions pour 6,5 d'éval en 20 minutes en Betclic Elite. Mais surtout, il a fait quelques cartons en BCL, 12 points et 3 rebonds de moyenne en 23 minutes. Évidemment, ça attire l'œil des scouts américains étrangers aussi. Donc évidemment que sa cote grimpe de plus en plus et que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur l'équipe de Cholet cette saison. Voilà. Donc quel que soit son futur, il va exploser son salaire dans un futur assez proche. Tu voulais ajouter quelque chose sur Cholet ou on peut passer à Dijon? Cholet, globalement, il n'y a pas d'énormes erreurs de casting à Cholet. Ils ont eu un gros passage à vide, corrigé un petit peu avec c'est plus difficile que la saison dernière pour le moment, mais c'est pas alarmant pour le moment. Après, à titre personnel, j'estime que Neil Sacco est un excellent rapport qualité-prix parce qu'il apporte quelque chose que peu de joueurs sont capables d'apporter pour le même prix. Après, il y a d'autres joueurs qu'on pourrait citer, mais voilà. Aussi, globalement, on peut féliciter la formation de Cholet, comme d'habitude, qui a encore 3 joueurs prêtés et qui s'apprête à faire sans doute, peut-être pas aussi bien qu'avec Tidjane Salin pour les joueurs prêtés, mais en tout cas à continuer de miser sur des jeunes joueurs pour compléter leur effectif. Et c'est forcément un pari gagnant puisque ça coûte peu cher. Donc, un vrai club formateur. Voilà. À utiliser maintenant comme il faut au niveau coaching, mais Laurent Villa est plutôt correct dans ce... Je dirais pas le contraire. Voilà. Bourgogne, on passe en Bourgogne avec la JDA Dijon.
Alors, il y a eu le départ du coach qui a surpris pas mal de monde. Même si le début de saison de Dijon était très compliqué, ça a surpris même en interne. C'était un très gros salaire, le 3 ou 4e salaire des coachs de France, qui a été remplacé donc, avec le retour de Laurent Léniam. Ces deux coachs-là vont coûter plus cher que le meilleur joueur qui est David Holston sur la saison. Ça déséquilibre peut-être un peu l'effectif. Alors, c'est peut-être pas que ça la raison, mais Voilà. voilà. En tout cas, on peut annoncer que l'intégralité de ce qui va être versé sur les deux coachs principaux, donc, qui sont Nedad Markovic et donc en remplacement Laurent Léniam, va coûter plus de 200 000 € à la JDA Dijon. Ce qui est quand même une somme consacrée au coach. La défection, enfin, en tout cas la mise en retrait de Nedad Markovic était une décision notamment du président. Donc c'est quelque chose qui n'avait peut-être pas été anticipé par tout le monde au sein du club. Ce qu'on peut dire, c'est que Dijon, aujourd'hui, s'ils ne sont pas à la place qu'ils devraient être, parce que c'est quand même la 5e masse salariale du championnat. Ils sont 11e actuellement de ce championnat, et donc pas encore sûrs de participer au play-off. Et au contraire, il faudra même regarder derrière malgré tout. Il y a eu trois départs, donc Dylan Afomama, il y a eu Jonathan Roussel et maintenant Aleksandar Lazic. Donc il va falloir trouver un petit peu de régularité, on va dire, sur le plan sportif et aussi en coulisses. Donc maintenant qu'il y a un nouveau coach, Laurent Léniam a dit qu'il voulait faire avec l'effectif qu'il avait. Bon, il y a quand même eu un changement avec la sortie d'Aleksandar Lazic, qui voulait partir en ABA League, retourner en ABA League. Donc la JDA Dijon, maintenant, il va falloir confirmer et avoir un peu de stabilité, parce que ils n'ont pas beaucoup de marge, de toute façon. Enfin, ils n'ont plus de marge financière. C'est ça. En fait, on avait tendance à dire que sur les dernières saisons, que la JDA faisait toujours mieux que par rapport aux moyens qu'elle avait. Et pour une fois, ça tourne un petit peu cette année. La JDA, bon, il faut quand même nuancer le propos en disant qu'ils sont au top 16 de la BCL. Donc Nedad Markovic, malgré ses mauvais résultats en Betclic Elite, a quand même réussi à qualifier directement le club dans le top 16 de la BCL. Donc, la saison n'est pas terminée pour la JDA. Voilà. Et Laurent Léniam, qui connaît bien Dijon, voilà, il a l'endroit idéal pour se relancer, quoi, on va dire. Parce que ces deux dernières expériences à Gravelines et à Bourg-en-Bresse ne se sont pas très bien passées. Et ben justement, on va parler de Gravelines. Alors... Sportica, c'est plutôt triste. Heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ni pire. Ça s'ajoute à une saison plus que compliquée. Alors, je m'étais noté qu'ils ont a priori un peu de marge au niveau de la masse salariale qu'on a au départ. Pas énormément, mais peut-être de quoi faire encore un ajustement, ou alors de prendre un joueur au mois de février quand il y a quelques joueurs un peu de haut calibre qui sont disponibles sur la fin de saison. Alors, est-ce que l'impact de Sportica, où ils vont devoir jouer ailleurs, va clairement pas les aider financièrement, a priori donc, est-ce que ça va encore les enfoncer au niveau sportif parce que voilà, il y a a priori pas que des paris gagnants pour le moment au niveau de Gravelines. Je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. Depuis l'incendie, donc le jour de Noël, le 25 décembre, il y a eu un élan de solidarité autour de Gravelines, et je pense que les pouvoirs politiques locaux en tiendront aussi compte dans un futur assez proche, même si on imagine... Là, on parle de tout de suite, quoi. Voilà. On parle de tout de suite parce qu'il y a quand même un enjeu de maintien qui est très important et qui est plutôt mal parti. Donc évidemment que sur le court terme, il y a encore du boulot, mais voilà, sur le moyen terme, je pense que il y aura quand même cet élan de solidarité autour de ce club, même au niveau du coaching et des joueurs. Donc le nouveau coach depuis quelques mois, Jean-Christophe Prat, disait que ça pouvait devenir des frères cette année, cette équipe-là. Donc au-delà de la première partie de saison où il y a des déceptions personnelles et collectives, voilà. Il peut aussi y avoir un changement interne qui fait que la perte de Sportica va souder aussi
le maximum de joueurs et un collectif. Et donc, ce qu'on a pu constater sur la première partie de saison, c'est qu'évidemment, il y avait des individualités un peu en dessous, mais que tout peut changer encore. Ils ne sont pas si loin que ça de la zone de sauvetage, on va dire. Bon, il y a quand même un ou deux joueurs qui coûtent quand même suffisamment cher pour pouvoir s'interroger sur leur rendement. Je pense à Landry Noko, qui a 3 saisons d'Euroleague à son compteur, qui coûtait pas loin des 200 000 euros, pour ne pas donner le chiffre exact, et qui vaut... Parce qu'il faut vous abonner pour avoir les chiffres. qui ne vaut que 11,5 d'évaluation. Donc aujourd'hui, on est quand même en droit de se demander pourquoi avoir misé autant sur un joueur qui n'a pas l'apport escompté, qui depuis 2 ans ne montrait plus grand-chose. Voilà, force est de constater que ces investissements n'ont pas été pour l'instant payants. Maintenant, donc, Gravelines espère jouer dans la salle de Dunkerque, justement, le stade de Flandre, à partir du 20 janvier. Le club avance au jour le jour. Ce sera pareil pour la masse salariale et l'effectif. Je pense qu'il ne faudra pas essayer de voir trop loin. On peut espérer quand même que ce bastion du basket français se relève d'une perte terrible et qui, du jamais vu quand même, un incendie d'une enceinte comme ça. Je pense que ça a marqué beaucoup de gens. On passe au Mans. Alors, le MSB qui est un club bien géré, ça c'est pas nouveau. A priori aussi, il leur reste un petit peu de marge au niveau de la masse salariale. On a 8 joueurs qui sont à plus de 100 000 euros. Alors, mis à part les anomalies Asvel, Monaco et gros clubs, c'est assez rare d'avoir autant de joueurs qui sont payés de plus de 100 000 euros, mais les résultats sont corrects. Correct, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros salaires. Il y en avait un au début de saison qui était Nate Mason, qui devait dépasser les 200 000 euros s'il était resté sur l'année, mais comme il n'a pas visiblement fait l'affaire, il a trouvé une opportunité à l'étranger et donc Le Mans l'a remplacé par Trevor Hodgins et depuis, ça a l'air quand même de fonctionner plutôt bien. Au-delà de ça, on a Devante Jones qui est un des meilleurs rapports qualité-prix du championnat sur les joueurs étrangers, qui coûte moins de 150 000 euros et qui aujourd'hui, donc, avec un statut de finaliste sortant avec les Metropolitans, est complètement le guide de cette équipe au niveau de l'évaluation. En tout cas, il est tout à fait correct. Voilà. Même les joueurs français sont plutôt... William plutôt Naras rendement. qui est meilleur salaire, avec son statut JFL. Et puis, Voilà. Puis après, c'est cohérent, c'est homogène. Voilà, en fait, il n'y a pas d'énormité sur Le Mans. On ne peut pas dire il y a un énorme chaos sur un joueur. Il n'y a pas de grosses erreurs de casting. En tout cas, elles ont déjà été corrigées par rapport à Nate Mason qui, soit dit en passant, cartonne en Turquie. Mais c'est un autre débat. Et ils avaient fait 2-3 ajustements avec, par exemple, l'arrivée de Tiran Delatibaudière en pigiste qui a fait une super pige. Donc franchement, la réorganisation... C'est bizarre qu'il ne l'ait pas gardé d'ailleurs. Il y en a qui se sont dit ils n'ont pas d'ambition pour aller plus loin parce qu'ils auraient pu le prolonger. Il n'était pas très très cher. S'ils ont effectivement de la marge, voilà, peut-être que c'est le joueur qui a insisté pour partir aussi. C'est-à-dire qu'aussi, il remplaçait Abdoulaye Ndoye, donc qui n'est pas sur le même poste. Donc après, il y avait un petit peu embouteillage sur les postes 3-4. Je pense aussi, je ne sais pas si c'est le joueur ou si c'est le club qui ont décidé. Ça aurait été utile le temps d'avoir quelques matchs avec la Coupe d'Europe. Théoriquement, ça ne va pas durer trop tard non plus dans la saison, la Coupe d'Europe. Donc effectivement, après, ça aurait bouchonné. À l'heure où on enregistre cette vidéo, Le Mans a perdu son premier match de play-in de BCL, donc a perdu l'avantage du terrain. Donc il va falloir gagner 2 matchs maintenant. Voilà, ça va être complexe. Le Portel. Alors, a priori, attention, le Portel, mais bon, ça fait 10 ans qu'on dit attention. Et puis, sportivement, c'était un début de saison très, très compliqué. Ils étaient au taquet de leur masse salariale. Là, ils sont sur la masse salariale de début de saison, largement au-dessus. Mais il y a eu une augmentation officielle de la masse pour accueillir Edon Maxuni et l'international finlandais. Merci de me l'avoir rappelé tout à l'heure, je ne vais pas me mentir. Depuis qu'il est là, ils ont fait 9 victoires, 9 défaites et ils sont remontés largement au classement. Exact. Bon, le Portel, c'est un peu la sensation quand même de ce début de saison. Ils ont commencé avec 0 victoire, 5 défaites.
tout le monde leur prédisait que c'était enfin la saison Ça y où est, ils allaient ils partent. retrouver leur rang. Ouais, c'est un peu ça. Clairement ce que j'ai entendu. sortir maintenant. Mais donc l'équipe d'Éric Girard a Ouais, bah non. complètement remonté la pente et c'est un exemple d'un cas typique de ce que peut entraîner un bon changement d'effectif. C'est-à-dire que Edon McSweeney est venu remplacer le plus gros salaire de cette équipe qui est Benoît Mangin, capitaine emblématique qui est là depuis plus de 10 ans. Et en fait, cette perte-là a été complètement compensée par l'arrivée d'un nouveau joueur, donc l'international finlandais Edon McSweeney, que vous avez pu lire sur Basket Europe en interview l'année dernière, grâce à notre correspondant finlandais. Et donc, Edon McSweeney a complètement changé le visage de cette équipe, accompagné par Robert Turner, qui est finalement reparti, lui. Mais donc la DNCG a accepté d'augmenter un petit peu la masse salariale qui n'était qu'à 1,1 million d'euros, donc c'était la plus petite masse salariale. Donc évidemment, quand on permet à cette masse salariale de grossir, tout de suite, les chiffres gonflent de manière plus importante que sur les autres équipes, évidemment. Maintenant, le Portel, on peut continuer de dire que effectivement, ils ont les finances dans le dur, puisque l'année dernière, ils ont eu besoin d'une aide exceptionnelle de 900 000 euros des collectivités pour arriver à boucler l'effectif, enfin pour le budget de la saison dernière, et ensuite redémarrer cette année. C'est quand même complexe. On va passer à Limoges. Comme vous avez pu le voir dans notre nouveau jingle d'intro, à Limoges, il se passe toujours quelque chose. Là, en fait, il se passe que... Alors certes, ils ont pris des victoires de pénalité avec des gros soucis de gestion, mais ça ne concerne pas le sportif, a priori. Forcément, ça a l'impact. Mais là, tout de suite, ils ont la 10e masse salariale. Et au niveau du classement, si on enlevait ces victoires de pénalité, ils seraient plutôt bien placés, voire très bien placés par rapport à cette masse salariale en tout cas. C'est ça, ils auraient un bilan à l'équilibre avec 9 victoires et 9 défaites. Après 18 journées, sincèrement, et après la saison qui était un peu complexe niveau sportif l'année dernière, je pense que c'est tout à fait dans les espérances des dirigeants. Si je dois parler uniquement de terrain, je dirais que le CSP a plutôt bien réussi son recrutement de Français JFL, de JFL en tout cas, avec Lucas Beaufort et surtout Alexandre Chassan, qui était inutilisé à Bourg-en-Bresse la saison dernière, qui a évidemment par conséquent eu une réduction de salaire de près de 40 000 euros. Et qui s'est complètement relancé à Limoges. C'est totalement mérité ce qui lui arrive par rapport à ce début de saison, puisque Nicolas Lang est évidemment le joueur emblématique de cette équipe, mais derrière, il faut arriver à trouver des relais. Et aujourd'hui, je crois qu'il est à 8 points, quasiment 7 rebonds de moyenne en 20 minutes et quelques. Ce qui est quand même un rendement très impressionnant pour un joueur qui n'a pas des qualités physiques hors normes. Donc sincèrement, c'est la bonne pioche en fait, parce qu'ils ont réussi à parier sur un joueur qui ne jouait plus l'année dernière. Donc bravo aux dirigeants pour ce thème, c'est-à-dire d'avoir fait venir Alexandre Chassan. Puis pour le reste, il n'y a pas de grosses erreurs. Il y a quand même un couac avec le sujet du pivot Simi Chitou qui est parti et qui a été remplacé par Ike Udano. Voilà. À part ça, il y a quand même... Je peux passer à l'Asvel. Voilà. J'ai envie de jouer. En plus, on a mis quelques petits sons. Alors, je les ai pas utilisés pour le moment parce que voilà, mais on va pouvoir... Là, on joue pas physique, là. On va pouvoir passer à Ils nous l'Asvel. dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. L'Asvel... Alors moi, ce que je vais noter, on pourrait faire plusieurs minutes, presque heures sur le sujet, que ce soit sportif, gestion, changement de coach, etc. etc. Si on parle des coachs, on a quand même eu des départs qui ont coûté des sous, puisqu'en fait, dans l'ordre, si on prend J.D. Jackson, il a gagné 354 000 euros au prud'homme. Enfin, gagné. Il va recevoir une indemnité, puisque le jugement est acté. On a Mitrovic qui est en train de gagner, c'était en premier instant, je crois qu'il y a appel, 500 000. Et vous avez Pozzecco qui est parti il y a quelques jours, a priori qui prend l'intégralité de sa saison. Donc grosso modo, si vous additionnez les trois départs,
On en a pour 1 million d'euros. Si on revient Il faut avant. aussi ajouter à l'équation TJ Parker, qui lui était sous contrat jusqu'en 2026 et qui touchera l'intégralité de son contrat. Pour une équipe qui... On est quasiment à 2 millions d'euros sur les 4 saisons dernières. J.D. Jackson, c'était en 2017, 2018 la fin. Donc, allez, sur les 5 dernières années, on a 2 millions rien que pour les coachs partis en fumée. Parce qu'en plus, là, dans nos petits calculs, on n'a pas compté les salaires. Là, TJ Parker, c'est parce qu'il part. Podzeko, c'est parce qu'il part. Mais Mitrovic, il est resté plusieurs saisons et il a un an et demi, il a touché un salaire pendant cet 1 an et demi qui vient en plus des 500 000. Alors, il faut avoir un coach important pour réussir en Euroleague. Il faut avoir aussi un peu de visibilité à long terme et il faut avoir une bonne gestion de son stress. mais là, il y a plein d'autres sujets, mais sur ce sujet-là, ils vont droit dans le mur financièrement à cause de ça aussi. Il faut une vraie vision et un vrai... essayer de prendre un coach pour le prendre sur plusieurs saisons, quoi. Essayer de construire... ou de mieux négocier les départs, projet, en tout cas. ou de mieux négocier les départs, ce qui est quand même complexe. Voilà. Pour le cas de Gianmarco Podzeko, il a signé 1 an plus 2 en option. C'était osé déjà de lui proposer un contrat de 3 ans. Évidemment, peut-être la seule manière de le faire venir. Personne n'avait trop l'envie de venir à Lasvel. J'ai l'impression. Ils ne sont pas bousculés. Les gros coachs qui étaient a priori dispo se sont pas bousculés à la porte. Disons qu'il y en avait énormément de gros coachs disponibles, mais évidemment que ça coûte très cher. Mais si on regarde sur le moyen terme tout l'argent qui a été dépensé en plus... ils auraient pu se payer Scariolo. Et ben voilà. En fait, c'est un peu ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que là, c'est un calcul de base qui est très bête. Hein. Évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça n'a pas l'air très complexe des fois, mais c'est vrai. Mais en fait, on peut quand même se rendre compte qu'il y a de l'argent qui semble être gaspillé. En fait, c'est ça qu'on reproche parce que évidemment, Lasvel, c'est le plus gros projet français, franco-français, on va dire, exception de Monaco faite sur les 10 dernières années. Donc, on est en droit, évidemment, quand on est fan de basket ou fan de oui, on de dit Lasvel. ça parce que c'est trop bien qu'ils grandissent, qu'ils aient une nouvelle salle, qu'ils soient en Euroleague, qu'ils restent plusieurs saisons d'affilée en Euroleague. Toi, t'es pas très loin, donc tu peux aller voir sur place des matchs d'Euroleague. Donc, clairement, on veut que Lasvel, ça fonctionne bien. Mais en mettant 2 millions par la fenêtre sur des coachs, ils auraient pu se faciliter la tâche, quoi. Voilà. Donc maintenant, bon courage à Pierrick Poupet sur la fin de saison qui, a priori, devrait redevenir assistant les années suivantes. Maintenant, il va falloir trouver le bon coach. Alors, il y a eu déjà des spéculations autour du retour de Vincent Collet, de Frédéric Fautoux. Il y a Gordon Herbert aussi, peut-être, qui est toujours dans la shortlist. Avec Sergio Scariolo. Il y a plein de gros noms, mais en tout cas, il va falloir trouver une identité et un coach qui est capable de construire au-delà des joueurs, parce que c'est vrai que l'équipe est hyper vieillissante. Donc, sur une masse salariale de 7 millions d'euros, il y a énormément de trentenaires qui peut-être ont de l'expérience, mais qui, en fait, devraient Le rendement est clairement pas optimal, quoi. Par rapport à leur rendement, si on doit prendre un cas, par exemple David Lighty, qui aurait pu partir contre un gros chèque à une époque à l'Olympiakos et qui finalement est resté même en prolongeant jusqu'en 2026, ce qui est énorme comme contrat. Ils auraient pu se payer un deuxième Podzeko au prix de Lighty. Bon voilà, après avec Dessy, on pourra évidemment tout refaire. Non, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée sur les montants qui sont en jeu. Autant avant, quand on parlait de Cholet, le Portel, le Dijon, là on parle de joueurs à 50 000, 150 000 l'année. Là, à Lasvel, on parle de 200 000, 300 000, 600 000, jusqu'à 1 million. Donc, voilà. Il y a eu un gros sujet l'année dernière avec des sanctions financières, des sanctions sportives. L'année dernière, si vous aviez lu notre dossier salaire, on était à 178% de la masse salariale officielle de la LNB avec les chiffres qu'on avait et qui n'ont pas été démentis. Puisque, a priori, il y avait 3 joueurs qui étaient payés en dehors du cadre LNB avec d'autres astuces. Cette année, on n'est plus du tout dans ces ordres de grandeur, mais on est quand même un peu au-delà de la masse salariale a priori officielle. Alors, est-ce qu'il y a eu des augmentations, etc. On ne dit pas que c'est la même chose que l'année dernière,
Mais a priori, Paris Lee a un complément de salaire qui ne rentre pas dans nos calculs et ça expliquerait, là on est à 118% je crois cette année. Donc voilà, c'est moins flagrant que l'année dernière. Ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'ils payent 3 coachs, c'est-à-dire TJ Parker, Pozzecco et donc Pierrick Poupet qui reprend les rênes sans coûter très cher. Mais malgré tout, on a ce surplus qui s'explique par plusieurs raisons. Voilà, de toute façon, il y a le Portel, mais qui est a priori expliqué. Et puis on est sur des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus petites par l'arrivée du Finlandais. Et par contre, l'Asvel, on est à 118%. Donc, a priori, c'est pas comme l'année dernière, mais c'est toujours un peu intéressant. Ce que je peux dire, une dernière chose pour conclure sur l'Asvel, on parle de rendement depuis tout à l'heure. La première chose que Pierrick Poupet va devoir faire sur la deuxième partie de saison, c'est utiliser beaucoup plus que les 9-10 joueurs que Gianmarco Pozzecco a utilisé pendant 2 mois et demi en Euroleague, parce qu'il y a des joueurs qui coûtent quasiment 200 000 euros et qui ne jouent pas. Ils aimeraient jouer. Tout le monde on va dire, se positionne sur les réseaux sociaux pour faire jouer notamment Boris Dalot, qui n'a pas du tout eu sa chance, que ce soit sur... C'est délit de sale gueule quasiment là. Parce qu'en fait, il est rentré au moins 1 minute avec Pozzecco ou pas ? Il a dû faire quelques minutes, mais vraiment, c'est sensiblement... Bon. Voilà. En tout cas, il faut... Si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Voilà, merci Tony. Petit intermède, on a parlé de comment on fait nos calculs masse salariale pour vérifier nos chiffres. Donc vous verrez, ou vous avez déjà vu si vous êtes abonné, donc on parle de salaire mensuel, on affiche aussi le salaire annuel, puisque avec le salaire annuel, c'est comme ça en fait qu'on affine notre étude. Le salaire mensuel, c'est surtout à titre indicatif, c'est pas forcément ce qui est écrit sur la fiche de paye des joueurs, mais bon, on parle de salaire mensuel comme n'importe qui a son salaire et comme monsieur tout le monde, donc ça permet de faciliter un peu la lecture. On ne prend pas en compte les avantages en nature, que ce soit les voitures, les appartements, parce que ça, déjà, c'est assez inintéressant et c'est impossible à faire. En plus, quand vous avez un appartement au Portel ou à Paris, le coût n'est pas le même. Mais c'est des choses qui rentrent en compte dans les masses salariales. Donc voilà, c'est ça aussi qui fait que des fois, il y a des décalages. C'est de plus en plus rare, mais vous avez des joueurs qui prennent leur appartement et leur propre voiture. Et donc, c'est une bonne raison de négocier une augmentation de salaire, puisqu'il n'y a pas ce coût-là qui est assumé par l'équipe. Donc voilà, il y a certains petits détails. L'idée, c'est qu'on fait un travail le plus professionnel possible, mais on le rend quand même grand public pour que vous puissiez le lire. Et que c'est pas... Sinon, on pourrait publier un tableau Excel de 63 pages. D'ailleurs, si vous avez envie de nous rémunérer sur ce tableau-là, il existe... Mais il est illisible pour quelqu'un de grand public et qui a juste envie de savoir combien le joueur de son équipe, combien et son coach gagne. Donc voilà l'idée générale. Encore une fois, abonnez-vous à basketeurope.com parce que ça permet de faire du travail. Il y a 2 mois de boulot sur cette étude-là, sur ce dossier-là, chaque année. Donc forcément, ça attire et puis c'est de la curiosité. Alors il y en a certains qui vont dire que c'est malsain, c'est de l'ordre de la vie privée, mais... Bon, on est sur des sportifs, des coachs, c'est du grand public, c'est du sport, ça intéresse les gens. Moi, ce que je veux juste pas, c'est qu'on fasse des bêtises et qu'on mente sur certains chiffres qui, du coup, mettraient dans l'embarras des joueurs en disant « Mais non, arrêtez de dire que je gagne 30 000 euros par mois, c'est pas vrai, j'en gagne 4 et c'est déjà assez compliqué. » Donc voilà, on essaie d'éviter ça et j'espère qu'on le fait bien. On peut passer à Monaco. Sans transition. C'est bien, dans l'ordre, on a Asvel, Monaco. Alors, Monaco, c'est un autre monde. Alors, c'est un autre pays. Fiscalement, c'est pas les mêmes règles. Ça change un peu, mais on va pas rentrer dans ce débat-là parce que, globalement, clairement, oui, il y a une différence. Alors, il y a une luxury tax qui est payée, qui compense pas totalement. Mais en fait, si on commence à faire ça, on peut se plaindre que l'Italie, l'Espagne, la Grèce, plein d'autres pays qu'on affronte en Euroleague, en Eurocup, en BCL, n'ont pas du tout les mêmes règles fiscales. Donc en fait, ça ne sert à rien d'épiloguer sur cette partie-là à Monaco. Par contre, on a quand même des choses où... Alors on a Strazel qui rentre dans le top 10 des salaires français. Il était quand même encore... L'année dernière, il était encore franchement pas cher. Il joue pas énormément, mais là, il a prouvé plusieurs fois cette saison que c'était un gros joueur et il a un gros salaire.
À l'échelle de Monaco, c'est le salaire le plus petit. Mais n'empêche qu'à l'échelle des joueurs français, c'est le 10e meilleur salaire. On a une grosse anomalie Terry Tarpey, parce que, alors, c'est pas son salaire, mais grosso modo, il coûte 600 000 euros à l'année. Voilà. Sur cette saison, en tout cas, avec le buy-out qui a été payé au Mans. Et puis, il joue pas, donc ça fait cher pour un joueur de banc. Hein. Un banc il est bien ciré, mais à 600 000 euros l'année, voilà. Et on a Kemba Walker, mais lui ne rentre pas dans les chiffres LNB. Il est hors masse salariale LNB, il est à 1,5 million à peu près de dollars. 1,5 million de dollars, Ça effectivement. reste une bonne affaire par rapport à sa carrière, mais il joue pas beaucoup non plus pour le moment. Donc... Voilà. Alors, c'est ce qu'on... Là, j'ai fait un sujet dernièrement sur Kemba Walker et notre sujet démontrait avec le kiné de l'AS Monaco qu'ils étaient absolument ravis de l'avoir au-delà de son rendement très bête, rapport salaire par rapport à l'évaluation. Évidemment que par rapport à 1,5 million, c'est énorme et que son rendement ne pourra pas être total, mais si on regarde globalement son rôle dans le vestiaire et son apport bien au-delà du terrain, Monaco considère... Il s'est pas fait suspendre parce qu'il s'est un petit peu chamaillé avec un de ses coéquipiers. Il a l'air d'être d'assez bonne composition. Bon, après, l'environnement à Monaco, il y a pire. Hein. Il se serait retrouvé dans un club du Nord ou de n'importe quelle caricature qu'on pourrait avoir. Il serait peut-être pas venu, ou alors il aurait dit non, mais attendez, je vais retourner aux États-Unis, j'ai besoin de manger des McDo un peu plus souvent. C'est ça. Bon, voilà. Sur le cas Kemba Walker, de toute façon, a priori, il n'est pas prévu qu'il joue en Ligue nationale de basket, puisqu'il ne sera pas inscrit pour le moment, sauf retournement de situation. Pour revenir sur les joueurs français, si on prend les salaires de Deli Okobo, de Peter Corneli, de Mam Jaite, de Terry Tarpey, de Yacouba Ouattara et de Mathieu Strazel, qui sont les 6 joueurs français JFL de cet effectif, on arrive à une masse salariale de 3,2 millions d'euros net, soit quasiment 4 millions d'euros bruts. Combien ? J'ai pas le son. Mais... Ce qui est absolument colossal. À titre de comparaison, hein, juste le Paris Basketball, 3e masse salariale de Betclic Elite, et marge à 3 millions d'euros bruts, ce qui est quasiment un quart moins, quoi. Donc c'est exceptionnel d'avoir un aussi gros contingent français payé voilà, pour quelques joueurs, quoi. Avec 6 joueurs français, on arrive à avoir un chiffre extraordinaire, sachant qu'ils ne jouent quasiment pas, en tout cas en Euroleague, exception des Deli Okobo, sauf suspension. Mais c'est ça, en plus, ils se permettent de suspendre des joueurs. Enfin, ils sont peut-être dans l'obligation de suspendre un joueur qui coûte pas loin d'1 million. Et... Voilà. Voilà, Peter Corneli coûte plutôt cher et ça va, il joue. Les cas qui interrogent le plus, ça reste Mam Jaite et Terry Tarpey, puisqu'ils sont quasiment inutilisés. On est à 1 million sur la saison quasiment, là, les deux quand on les additionne. Les deux additionnés, on est à plus d'1 million, effectivement. Et donc, c'est quand même un... C'est la masse salariale de 90% des clubs de LNB. Voilà, je pense que si les dirigeants des autres clubs nous écoutent, il va y avoir quelques sourcils qui se lèvent. Mais ça, de toute façon... On le sait, puisque 13 millions de masse salariale, il faut le rappeler, 13 millions de masse salariale, c'est juste colossal. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extraordinaire. Enfin, en tout cas, personne d'autre pour rivaliser. On peut comprendre que Monaco soit très largement devant en Betclic Elite, parce que en fait, même avec Villeurbanne, aujourd'hui, si on regarde que la masse salariale, il y a encore une classe d'écart, quoi. C'est un fonctionnement avec un mécène comme dans d'autres... en Grèce, on a souvent vu ça, ou en Espagne, c'est les clubs multisports qui mettent à la fin de l'année. Ça ne sera jamais rentable. Il n'y a pas un projet économique viable derrière à ces niveaux de salaire, parce que même si vous mettez une salle de 20 000 personnes à Monaco, ça ne rentabilisera pas le bazar. Mais il fait ce qu'il veut, c'est ses sous. C'est ça. Et après, s'ils ont envie de payer des joueurs 500 000 euros et pas les faire jouer, c'est le choix du coach aussi. Et ça arrive dans plein d'autres clubs, des top clubs Euroleague, où vous avez des joueurs qui sont mis au placard et qui sont toujours payés. Voilà. Mais on n'a pas l'habitude de voir ça. Et puis en plus, comme c'est des joueurs français, on se dit, Terry Tarpey, clairement, les JO, il a a priori même pas une chance de voir la pré-saison, la préparation. Donc... Bon, c'est comme ça. En tout cas, il faut changer aussi nos façons d'analyser les salaires pour Monaco et en moindre mesure l'Asvel, parce que c'est totalement différent de ce qu'on a pu voir depuis des dizaines d'années dans le championnat de France. Là, on est dans des sphères qui nous dépassent complètement,
par rapport à ce qu'on connaît, quoi. Donc évidemment que les rendements, tout ça, sur Monaco, on ne peut pas les calculer de la même manière. C'est pas possible. C'est clair. On va passer à Nancy, où là, le rendement de Frank Mason et Shavon Thompson est plus qu'intéressant. Alors, il n'y a pas eu une augmentation incroyable par rapport à leur salaire de l'année dernière. Donc, pareil, si vous êtes abonné et que vous avez vu les salaires de l'année dernière, voilà, ils n'ont pas doublé ou triplé leur salaire. Par contre, vu leur perf sur la première partie de saison, soit Nancy va devoir sortir un sacré chéquier, soit ils vont doubler, voire tripler leur salaire l'année prochaine en partant ailleurs, parce que c'est des très bonnes affaires. Bah, je pense que ça va être difficile de les garder, hein. Compte tenu de leur première partie de saison. À la fin de la saison, ce sera difficile de les garder. Ils sont globalement, quand on les additionne, à un peu plus de 300 000 € les deux. C'est ça. Et donc, à titre de comparaison, il n'y a quasiment aucune autre équipe, à part Lasvel et Monaco, qui ont des petits salaires. Voilà, on est dans les top salaires quand même du championnat de France, si on accepte les principales équipes. Le SLUC, 16e masse salariale, dans le top 8 à la mi-saison. Voilà, je ne vous fais pas de calcul, c'est juste des mathématiques. Il y a forcément du rendement positif, notamment sur Mason et Thompson, mais pas que, en fait, parce que on n'a aucun JFL qui coûte plus de 100 000 € à Nancy. Et en fait, ils ont tous leur secteur, ils apportent tous dans un thème précis. Et finalement, bah, ça fonctionne, quoi. C'est chacun son rôle. Et le pari de miser sur 2 gros joueurs, si les deux sont à leur apogée, comme c'était le cas sur la première partie de saison, bah forcément, c'est positif à la fin. Donc, mention spéciale au SLUC Nancy, qui fait du bon boulot. Sur le papier, c'est pas très clinquant, à part ces 2 joueurs-là, mais... Ouais, ça mais fait le travail. Anthony Labanca qui met 29 points Je pense en à lui. proie, en plus, c'est pas juste que des shoots, hein. Il drive, il défend bien. Meredith Oumounou, c'est un très très bon joueur. Et c'est vrai que quand on voit des équipes où vous avez pas mal de JFL à plus de 100 000 €, alors il n'y a pas des énormes différences, hein, mais quand vous mettez 30 ou 40 000 € de plus sur des joueurs, et quand on les compare, ouais, ça fait une sacrée différence, quoi. Bah, la transition est toute trouvée pour Nanterre. Avec Nanterre, avec 8 joueurs à plus de 100 000 €. Un début de saison assez poussif, même si ça va mieux. Bah, ils sont là à l'heure pareil où on enregistre, à égalité en termes de victoires-défaites par rapport à Nancy. Non. Nanterre est à 11 victoires et 7 défaites. Donc ils sont actuellement 5e. Ils sont Oh devant. oui, pardon, oui, exactement. Voilà. Ils ont gagné l'autre match alors qu'ils auraient pu être égalité et finalement ils sont largement passés devant. Nanterre, je me suis noté que donc, c'est un effectif bien construit. Et on a Pascal Donadieu donc, qui prend sa retraite cet été. Donc vous allez avoir un changement de coach, c'est Philippe Da Silva. Et alors même si les sommes ne sont pas gigantesques, mais clairement on peut déjà annoncer que la saison prochaine, Nanterre va faire une économie à leur échelle assez intéressante sur le poste de coach. Concrètement, il y a 50 000 € qui seront à répartir, alors sauf s'ils ont une baisse de budget, mais ils ont 50 000 € de plus à mettre sur les joueurs, puisque le coaching staff coûtera moins cher, quoi. Exact. Donc, ça, c'est on va dire un détail, parce que finalement, 50 000 € sur une masse salariale, c'est pas ça qui fera toute la différence, mais on peut quand même le noter. Aujourd'hui, on avait dit au début de saison qu'avec le nombre de JFL qu'ils avaient, c'est-à-dire, je crois, 7 ou 8, ils avaient largement de quoi se réorganiser dans la saison. Et après 18 journées, c'est la seule équipe qui n'a pas bougé d'un poil par rapport au début de saison. Donc aucun départ, aucune arrivée. Ce qui peut quand même vouloir dire que les JFL sont d'un calibre suffisant en termes d'investissement. En tout cas, le rendement espéré. C'est pas le genre de la maison à paniquer et à changer à tout bout de champ. C'est-à-dire que Nanterre, je pense que si on leur avait dit après 18 journées, vous êtes 5e avec deux victoires d'avance sur le 6e, je pense qu'ils seraient satisfaits, hein. Ils auraient signé direct. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle ils n'ont rien changé. Voilà. De toute façon, apparaître à 18 journées, montrer qu'une équipe n'ait rien changé, ça veut déjà tout dire en soi. Ça veut dire qu'ils ont fait les bons investissements sur le début de saison. Des Juan Bégarin, des Benjamin Sen, des Joël Ayadi. Tout ça, c'est des JFL qui sont jeunes, à l'exception de Benjamin Sen que je viens de citer, mais qui... voilà. 30 ans, non ? Voilà, mais qui est quand même sur un rendement qui est tout à fait satisfaisant.
Franchement, même, c'est difficile d'en sortir un qui ne performe Abonnez-vous pas. pour quoi. avoir tous les salaires de tous les joueurs. Si vous avez vraiment envie de dire, de critiquer, lui, il est surpayé pour ce qu'il donne, faites ce que vous voulez. Mais a priori, à Nanterre, c'est bien fait. Quoi. Et donc, il y a 8 joueurs au-dessus de 100 000 euros à Nanterre, ce qui est quand Et même... aucun au-dessus de 200 000. Voilà, ce qui permet quand même de donner une échelle d'homogénéité. Ce qui fonctionne pas mal sur les équipes qui sont dans le haut de tableau, il n'y a pas forcément un seul joueur qui domine tout. Cette année, c'est assez homogène. Paris. Alors là, Paris, c'est de toute façon, c'est le troisième budget. Donc forcément, il y a des particularités avec surtout TJ Shorts. On s'est amusé à faire des multiplications de la potentielle augmentation de salaire de Salin, de Cholet s'il va en NBA. On a Nadir Ifi qui est passé du Portel à Paris. Donc on reste en LNB, on reste en Pro. Lui, il a fait x7 sur son salaire. Et c'était une énorme bonne affaire l'année dernière. La meilleure. Oui, c'est clair. Et à mon avis, Milan Barbic est clairement pas dans les mêmes niveaux. Et d'avoir ce rendement, ces stats-là, pour le salaire qu'il avait l'année dernière, je suis pas sûr qu'on revoie ça tout de suite les prochaines saisons. Sur les dernières saisons, on peut dire que c'est même carrément c'était l'année dernière le meilleur rapport qualité-prix. Et cette année, c'est un peu pareil, parce que même s'il fait x7, on parle du meilleur scoreur de l'Eurocup après 13 journées. Ok, c'est un scoreur, c'est sa principale qualité, mais ça veut quand même situer le joueur. Dans un effectif à 12 joueurs, il arrive à planter 18 points de moyenne en Eurocup, 14 en Betclic Elite avec un peu moins de temps de jeu. Donc, sincèrement, c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait là. Il a planté le record de points sur un All-Star Game. Égalité. Il a égalisé, si on doit être précis. Mais c'est quand même exceptionnel. Donc ça, c'est le deuxième joueur le mieux payé à Paris derrière TJ Shorts, TJ Shorts, il y a très peu de joueurs finalement, hors Monaco et Villeurbanne, qui sont au-dessus des 200 000 euros. Et TJ Shorts est très largement au-dessus de cette... On n'en dit pas de plus. cette par contre, le Nadir Ifi n'est pas le deuxième joueur le mieux payé. Il y a un joueur à Paris, mais qui joue plus à Paris, qui est le deuxième salaire, puisque Axel Toupane, qui est parti cet été, coûte très cher. Voilà. Coûte bonbon, comme dirait ma grand-mère. C'est-à-dire que Paris a fait un choix. Ils avaient le choix de conserver Axel Toupane. Visiblement, quand le nouveau coach est arrivé, il n'avait pas forcément très envie de compter sur Axel Toupane, sachant qu'il avait aussi des joueurs à Bonn qui pouvaient faire venir à un moindre coût. Donc c'est aussi ça qui est mis en balance, c'est-à-dire que les autres joueurs sur son poste-là n'ont pas forcément coûté très cher et sont des bons rendements. Voilà, donc Paris a fait ce choix-là et ça coûte un peu d'argent, effectivement, mais derrière, en fait, on se rend compte que Paris est donc dans le top 4 après 18 journées et voire même souvent dauphin de Monaco depuis le début de la saison et arrive à construire un effectif qui est exceptionnel et qui est très homogène finalement. On pourrait s'attendre à ce que Paris ait 2 ou 3 très gros salaires finalement. C'est pas si exceptionnel que ça. Le rendement reste globalement satisfaisant pour tous les joueurs. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit encore plus haut au vu de la masse salariale, qui, on le rappelle, est un petit peu en dessous des 3 millions d'euros bruts. Donc c'est quand même plutôt bien géré, malgré le cas, évidemment, Axel Toupane, qui coûte cher. Il y a 10 joueurs au-dessus de 100 000 euros. Donc on peut considérer, comme d'autres équipes, que c'est assez homogène. Roanne, c'est un peu une déception sportive, c'est très compliqué. Pourtant, ils ont alors c'est le 17e budget, mais ils ont la 11e masse salariale de Betclic Elite. Un peu compliqué. Quand les joueurs sont pas bons, on les vire, et quand ils sont bons, en fait, les joueurs veulent partir. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va. Bon, c'est pas, il y a pire, il y a plus catastrophique que Roanne, mais clairement, le maintien, ça va être un peu compliqué. De l'attraper sereinement, quoi. C'est-à-dire que si on regarde le plan assez large, Roanne a connu la rechute de Maxime Ross avant même le début de saison, ce qui a réduit complètement les possibilités de réajustement. Derrière, il y avait des joueurs américains qui
étaient pour la grande majorité rookies et qui n'ont pas satisfait Jean-Denis Choulet cette saison. On l'a connu plus inspiré en termes de recrutement sur les dernières saisons, et le départ de Ronald March n'a pas été vraiment compensé dans le terme de leadership. Donc, il y a eu Don Martin, Sullivan, Anosike, Tucker, tout ça, c'est des joueurs qui n'ont pas eu le rendement attendu sur les joueurs américains. Donc, même si les rendements de joueurs français sont assez bons, quand on a des joueurs américains qui ne performent pas, forcément, il y a un peu de déception. Voilà. Et il y a évidemment énormément de changements depuis le début de la saison, et on ne peut pas construire quelque chose sur le long terme, sachant qu'en plus, ils ont pris DJ Cooper, qui visiblement avait aussi envie de partir, alors qu'il était arrivé même pas, je crois, c'était en octobre. Il avait fait 4 matchs, 5 ou 6 matchs. Ouais, il a quand même réussi à être élu au All-Star Game. En très peu de temps. Évidemment, meilleur passeur. On ne remet pas en cause ses qualités de joueur, mais évidemment, quand on prend un joueur comme DJ Cooper, on ne peut pas se dire génial, ça va être totalement stable jusqu'à la fin de la saison. Mais non, ce n'est pas un modèle de stabilité, DJ Cooper. Voilà. Donc, bon courage à Rouen pour essayer de trouver la bonne formule, mais ça va être complexe. On passe à Saint-Quentin, avant-dernière équipe. On a Lucas Boucaud, qui coûte 300 000 € de moins que TJ Shorts. Pourtant, il est 3e meilleur passeur, derrière TJ Shorts, mais avec 0,4 passes décisives de moins en moyenne. C'est un très bon rendement, là. Si on a parlé de 2-3 fois de rendement, là, on est pile dedans, quoi. Voilà, alors on n'est pas sur le même type de joueur, on le conçoit. TJ Shorts, Lucas Boucaud, pas vraiment je les compare pas. Voilà, mais c'est vrai qu'en termes de rendement, en tout cas, si on doit juste parler de Lucas Boucaud, évidemment que c'est l'énorme bonne pioche cette année de Saint-Quentin. Mais de Saint-Quentin, de manière globale, a fait une excellente saison et le doit à la continuité. Ils ont décidé de miser sur des joueurs qui venaient de Pro B. Il n'y en avait qu'un seul, qui est Dominique Oleniksak, qui avait déjà fait une saison de Betclic Elite, mais tout le reste n'avait jamais fait une saison complète en Betclic Elite. Et malgré ceci, ils arrivent dans le top 6 égalité avec 6e ex-aequo, puisqu'il y a un peloton assez gros. C'est serré, ouais. Mais c'est quand même assez exceptionnel, puisque évidemment, Saint-Quentin va aller à la Leaders Cup avec l'avant-dernière masse salariale de la Ligue. Ce qui est absolument prodigieux. Je suis pas sûr qu'on ait dit ça dans l'épisode de pré-saison non. qu'on avait parlé. Après, personne ne pouvait quand même prédire autant. Alors, évidemment, il y a une ferveur incroyable autour de Saint-Quentin, mais peut-être qu'on a sous-estimé aussi la faculté de Julien Mahé à chapeauter son équipe, parce que c'est un des coachs les moins bien payés de l'élite. Il n'est pas à plaindre, mais c'est vrai qu'il est dans la tranche basse. Simplement, c'est en corrélation avec l'équipe. Saint-Quentin ne peut pas mettre 200 000 € sur un coach. Ils peuvent, mais ils n'auraient plus rien pour les joueurs. C'est ça. Donc, quand on voit le rendement des joueurs français en Betclic Elite, et puis des jeunes joueurs, des mecs qui certainement iront très haut, beaucoup plus haut, sans offense à Saint-Quentin, qui fait un travail extraordinaire. Des Melvin Aginsa, des Lucas Boucaud, des Mathis Dosouyovo, ces 3 joueurs qui sont dans un rendement qui est extraordinaire par rapport à leur prix. Il n'y a aucun de ces joueurs-là qui dépasse les 70 000 € annuels. Sincèrement, c'est énorme. On passe à Strasbourg, club que je suis habituellement avec un intérêt un peu plus, géographiquement plus important, mais là, je n'arrive pas à suivre. Que ce soit sportivement ou là en termes d'effectifs, de salaire, c'est un peu compliqué. Alors dis-moi en plus sur la SIG. Le plus gros salaire, c'est pas Matt Pokora, c'est tout ce que je peux te dire. Il faut rajouter des sons pour Matt Pokora, on a oublié ça. Ah oui. Par contre, on a dans le top 5 des plus gros salaires de la SIG, on a 4 JFL. Donc c'est Paul Lacombe, JB Maille, Léopold Cavalier et Hugo Invernizzi. Force est de constater que pour l'instant, sur la Betclic Elite, on aurait pu croire que ces 4 joueurs qui sont tous individuellement extraordinaires, qui ont un super parcours. Dauphin, t'en fais pas un retour. Désolé. C'est on trouvera mieux comme jingle audio, mais là, je voulais caler celui-là encore. Voilà, en tout cas, Léopold Cavalier s'est blessé. Il n'y a pas eu de choix. Ils auraient pu faire jouer Léopold Cavalier sous la douleur, mais il y a eu un peu
Je sais pas si le terme est exact, mais ils ont De toute façon, fait... c'est le bazar, hein, Strasbourg. On peut le dire comme ça. Hein. Alors, sportivement, ça a l'air d'être géré, mais bon, je trouve quand même bizarre qu'on prenne un directeur sportif italien, même si j'ai rien du tout contre eux. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des gens compétents en France qui connaissent au moins aussi bien le championnat français, le marché européen, etc. Bon, le coach, sans doute très bien. Mais après, autour de ça, effectivement, il y a Matt Pokora qui veut rentrer au capital, mais en fait, il n'y a plus de chef là-bas. Ils ont changé de président. Voilà. Et Bah, il y a le patron pour taper sur la table et dire, écoute, toi, tu gagnes autant, donc tu joues un peu mieux, s'il te plaît. Je ne parle pas du sportif, je ne suis pas coach, j'y connais rien, mais en tant que président, fais ci, fais ça. Il faut qu'il mette un petit billet sur Matt. Il va manager tout ça. Alors, si le match comme à Lasvel, il y aura peut-être des soucis, mais on verra. Non, mais voilà, il manque un peu de continuité, surtout sur le plan politique, parce que le projet du nouveau Rhenus n'a pas pour l'instant abouti. Le budget est en baisse, la masse salariale, maintenant c'est la 9e masse salariale du championnat Strasbourg. Donc par rapport à... Ils sont actuellement 10e du championnat. On ne peut pas se dire que c'est dramatique. On parle d'une équipe qui a fait plusieurs saisons en Euroleague il y a une dizaine d'années. Voilà, moins, et qui a participé à toutes les saisons de BCL depuis la création il y a 7-8 ans. Donc c'est bien sûr que par rapport au standing, on peut attendre la SIG plus haut. Maintenant, ils sont dans une phase de transition et ils ont eu un recrutement un poil tardif. Les étrangers n'ont pas forcément été au niveau espéré. Ils sont d'ailleurs déjà séparés d'un ou deux. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas se dire que la SIG fait partie des top équipes. Aujourd'hui, il faut être honnête, la SIG a besoin d'un nouveau souffle pour pouvoir repartir de l'avant. Et donc, ça se traduit évidemment par le niveau des joueurs qui est... Voilà, on n'a plus d'énormes noms qui arrivent, des noms étrangers notamment à la SIG. Voilà. Bien sûr qu'il y a un beau projet autour des JFL, mais quand le rendement n'est pas suffisant par rapport à ces joueurs-là, évidemment que ça ne peut pas totalement suivre. Okay. Rien d'alarmant non plus pour la SIG, ça va. Mais la saison est longue encore. Voilà, ils sont d'ailleurs en BCL qualifiés pour le top 16 directement, donc voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Donc, chaque jour, une nouvelle équipe, son dossier est publié sur basketeurope.com. Si vous voulez retenir une date, le vendredi 26 janvier, nous avons le top des joueurs. Donc comme ça, si vous n'avez pas envie de lire équipe par équipe, vous pouvez avoir le classement des top salaires étrangers, JFL. Pareil, le lendemain, samedi 27 janvier, vous avez le classement des coachs. Ça, c'est un peu pour le planning. N'hésitez pas à vous abonner pour, lire tout ça. De deux, soutenir les journalistes qui travaillent là-dessus et qui sont payés pour faire ça. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. Alors, je ne vous dis pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, la petite cloche, etc. Alors, si vous le faites, tant mieux. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est des abonnements au site avec votre carte bancaire. Et je vous rappelle que vous avez une offre promo en ce moment avec un lien dans la description YouTube qui vous permet d'avoir l'abonnement annuel à 34,99 € au lieu de 50 €, c'est 30% de remise. N'hésitez pas à cliquer dessus, à vous abonner. Donc, on a un nouveau site qui fonctionne plutôt bien, voire très bien. On a pris le parti de plus mettre de pub, ou quasiment plus de pub, à part sur quelques articles. Mais en tout cas, toute la partie premium, la page d'accueil, il n'y a plus aucune pub parce que, en fait, si on a suffisamment d'abonnés, on a suffisamment d'argent et on n'a pas besoin de vous coller des pubs qui clignotent de partout. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Au minimum à la chaîne YouTube, ça ne coûte rien, mais à vous abonner à basketeurope.com. Suivez-nous pour les prochains épisodes. On se retrouve peut-être à la Leaders Cup, vous verrez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode, parce qu'on tâtonne encore un peu. Alors certes, on a de l'équipement, on a des petits jingles audio, etc. On a vu qu'il y avait quelques gens qui avaient regardé les premières vidéos, donc c'est cool, on va continuer. Mais si vous voulez améliorer le format, n'hésitez pas. On a fait un peu moins long que les épisodes de pré-saison, de présentation de la saison. On a chapitré, donc si vous voulez passer d'une équipe à l'autre, vous pouvez. Et puis voilà, merci Clément. Merci Maxime. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, merci pour cette présentation. Et puis abonnez-vous. Voilà, c'est le maître mot. Merci beaucoup. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. D'un dauphin, t'en fais pas un requin. À Limoges, justement, il se passe toujours quelque chose. De mortel, donne-moi ton short.